comment un enfant grandit depuis la naissance à la puberté, d'accord? Donc là, je vous ai mis deux petites images, donc c'est l'idée comment on pousse, d'accord? C'est le même principe qu'une plante, bah, c'est comment nous, on grandit, être humain. Donc l'idée, ce que je vous disais, c'est vraiment tous les mécanismes physiologiques depuis la naissance, vraiment à l'adolescence et à l'âge adulte en réalité. D'accord? Donc dites-vous bien, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les mécanismes qui sont mis en place. Donc aujourd'hui, on va plutôt traiter des observations. Qu'est-ce qui bouge dans le corps humain depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte? Et on verra la prochaine fois, on verra ensemble un petit peu plus la régulation hormonale de cette croissance. D'accord? Du coup, juste avant de commencer, on va donner quelques définitions. Donc, ce que je vous disais, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et en fait, entre la naissance et l'âge adulte, il y a différentes périodes. On peut définir ça vraiment, on va dire, en trois périodes différentes. Donc, vous allez avoir la petite enfance. La petite enfance, c'est vraiment de la naissance au premier anniversaire. Donc ça, vous verrez, généralement, cette terminologie, elle revient aussi un peu en diététique. L'enfance, pareil, on parle d'enfance, donc c'est du premier anniversaire à l'adolescence. D'accord? Donc, à partir du moment où on a 1 an jusqu'à vraiment l'adolescence. Et on reverra un petit peu quand est-ce que l'adolescence apparaît chez l'homme et chez la femme. Après, on a une troisième période, donc du coup, dont on vient de parler, donc c'est l'adolescence. L'adolescence, c'est vraiment la période durant laquelle on subit, entre guillemets, la puberté et jusqu'à l'âge adulte. D'accord? Alors, donc, si on regarde un petit peu sur les deux graphiques que je vous ai mis, bah, la petite enfance, c'est vraiment, comme on l'a dit, c'est de la naissance au premier anniversaire. Après, vous allez avoir l'enfance. Donc, c'est vraiment du premier anniversaire jusqu'au début de la puberté. Et après, vous aurez l'adolescence. Et une fois que vous avez terminé l'adolescence, vous rentrez vraiment ce qu'on appelle, vous êtes dans l'âge adulte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'adolescence, elle n'arrive pas en même temps chez l'homme et chez la femme. En règle générale, elle est plus précoce chez la femme que chez l'homme. Messieurs ou mesdames, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en règle générale, quand on était à l'école, quand on était beaucoup plus petit, donc quand on était en primaire, en règle générale, il y a toujours un moment où les filles, en termes de taille, dépassent les garçons. Bah, c'est justement dû au fait que l'adolescence apparaît plus tôt chez les filles que chez les garçons. Puisqu'on verra que la puberté, il y a tout un tas de phénomènes qui se passent, notamment une croissance vraiment énorme, on va dire, croissance en taille, je parle, donc, ce qui fait qu'effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en règle générale, on avait toujours un moment où bah, les filles étaient plus grandes que les garçons. Puisque l'adolescence chez les femmes, elle apparaît aux alentours des 10 ans et elle dure jusqu'à 19 ans. Et chez les hommes, elle est un peu plus tardive. Elle va plutôt être aux alentours de 12 ans et elle se termine plutôt vers les 22 ans. Alors ça, on est bien d'accord, c'est des normes. Il y a chez certaines personnes, ça va apparaître plus tôt ou moins tôt. D'accord? C'est comme si on tirait au hasard 10 000 personnes dans la population française et on regarde en moyenne l'adolescence, elle dure de quel âge à quel âge. D'accord? On est bien d'accord que si on fait du cas par cas, ça ne marche pas. Mais en règle générale, les femmes ont une adolescence qui est plus précoce que vous, messieurs. Alors, la puberté. La puberté, ce que je vous disais, c'est une période vraiment cruciale. Pourquoi? Puisqu'on va voir apparaître les caractères sexuels secondaires. Alors, il faut entendre par caractère sexuel secondaire, c'est vraiment la capacité à se reproduire. Donc, on verra aussi la fois prochaine que ça ne se matérialise pas de la même façon chez l'homme et chez la femme. D'accord? Et l'âge adulte, donc, quel est le critère que les physiologistes ont choisi pour dire, bah, là, c'est l'âge adulte? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui a une idée? Ouais, exactement, Sarah, c'est l'arrêt de la croissance. Donc, c'est ce qu'on appelle l'acquisition de la taille adulte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne grandit plus, on a, entre guillemets, terminé notre adolescence et donc on rentre vraiment dans l'âge adulte. Donc, la fin de l'adolescence, ça correspond vraiment à l'acquisition de la taille adulte. Alors, on va continuer un petit peu quelques définitions. Donc, pendant ce cours, on va parler de croissance, de développement et de maturation. Globalement, si on résume un petit peu euh, ces, ces trois critères, on va dire que c'est des modifications du corps humain de la naissance à l'âge adulte, puisque on verra qu'on vieillit, mais c'est encore un autre processus. Donc, c'est vraiment tout ce qui se passe depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est ces trois définitions qui sont très importantes, elles ne disent pas la même chose. D'accord? Donc, la croissance, vraiment, ça concerne l'évolution des dimensions corporelles. D'accord? On va voir aussi le développement. Donc, le développement, c'est plutôt l'évolution des différentes fonctions du corps humain. Et puis, on verra aussi la maturation. Donc, c'est les différentes étapes qui vont conduire un tissu ou un système au stade de fonctionnement adulte. Donc, si on peut parler, par exemple, de degré de maturation d'un enfant. Alors, c'est quoi le degré de maturation d'un enfant? En fait,
quand on est enfant, on peut caractériser trois choses. Donc, imaginons qu'on prend un enfant de 10 ans. On va pouvoir caractériser du coup son âge. Bah, on sait qu'il est né en 2000, donc il a, à l'heure actuelle, bon, il aurait 20 ans, ça marche pas très bien. Il est né en 2010, donc il aurait 10 ans. Donc ça, c'est son âge chronologique. Après, on pourrait regarder, on pourrait faire des examens, on pourrait lui faire une radio et regarder l'âge osseux. Et le dernier point qu'on pourrait regarder, c'est le niveau de maturation sexuelle. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on définit le degré de maturation d'un enfant. En règle générale, si vous allez à l'hôpital parce que vous avez un retard de croissance ou il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé correctement, eh ben, on va regarder l'âge chronologique. Est-ce qu'il est en adéquation avec l'âge osseux et en adéquation avec le niveau de maturation sexuelle. Alors, la croissance, c'est réellement un déséquilibre positif, d'accord, entre l'anabolisme, c'est-à-dire la construction de matière organique, et, si on résume, le catabolisme, la destruction de matière. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment un déséquilibre positif, c'est-à-dire qu'on va plus construire que l'on détruit. Donc automatiquement, on va grandir et développer la masse maigre, la masse grasse, la masse osseuse. Tous les paramètres qui nous constituent vont croître. D'accord? Soit vous augmentez le nombre de cellules, donc si vous développez le nombre de cellules, bah, automatiquement vous allez gagner en masse, soit vous augmentez la taille des cellules. Donc là, l'idée c'est l'hyperplasie, ça va être l'augmentation du nombre de cellules. Donc effectivement, vous allez avoir une mitose accrue, ou alors vous pouvez avoir de l'hypertrophie. Donc c'est l'augmentation de la taille des cellules. Maintenant, on va voir un petit peu la croissance. Donc il y a plein de facteurs qui impactent la croissance. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Vous allez avoir par exemple des facteurs ce qu'on appelle extrinsèques ou des facteurs intrinsèques. Extrinsèque, c'est-à-dire qui est de l'extérieur, qui provient de l'extérieur. C'est un facteur extérieur qui peut impacter la croissance. À votre avis, là, comme ça, si je vous demande, quel est le premier facteur qui peut être... Alors, le sport. Effectivement, le sport peut impacter la croissance. Et le sport, c'est un facteur extrinsèque. L'alimentation aussi, exactement. L'alimentation, c'est un facteur extrinsèque, c'est-à-dire que c'est quelque chose de votre environnement, en fonction de vos habitudes de vie, qui vont impacter, du coup, la croissance. Alors, la gravité, c'est une très bonne remarque. Vraisemblablement que la gravité a un impact, mais malheureusement, il n'y a pas de différence de gravité pour tous les habitants de la Terre. Donc si un jour on colonise Mars ou la Lune, qu'il y a des naissances sur Mars ou la Lune, effectivement, on pourra étudier l'effet de la gravité sur la croissance, mais à l'heure actuelle, je t'avoue, Sergio, je n'ai pas la moindre idée de l'effet de la gravité sur la croissance. Vraisemblablement que ça contraint la croissance, mais alors ça, c'est qu'une hypothèse. Il faudra encore le vérifier. Alors, donc on a dit l'alimentation. Effectivement, l'alimentation, c'est un facteur extrinsèque qui va impacter de façon drastique la croissance. Donc, si vous n'avez pas assez d'énergie, pas assez de vitamines, pas assez de protéines, eh ben, vous allez altérer la croissance. Par exemple, une carence en fer, eh ben, vous allez avoir une altération de la croissance. Au même titre que si vous n'avez pas assez d'énergie, et au même titre que si vous n'avez pas assez de vitamines. Par exemple, si vous êtes en carence d'iode pendant votre enfance, c'est ce qu'on retrouvait à l'époque chez on va dire ceux qui habitaient dans la montagne. Vous avez tous entendu parler du crétinisme. Donc, c'est une carence en iode. Une carence en iode, on développe, on devient crétin, entre guillemets. Et c'est d'où l'expression crétin des Alpes. Donc effectivement, l'alimentation, c'est un facteur extrinsèque qui est ultra important pour la croissance. On a vu, alors ça on ne vous l'avait pas dit, mais les facteurs socio-économiques, donc c'est ce qu'on pourrait regrouper sur l'environnement, et l'environnement social et économique, on sait que ça a un impact sur la croissance. Par exemple, il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'un enfant unique qui habitait dans une grande ville, dans une famille aisée, était en règle générale plus grand et plus lourd qu'un enfant qui naissait dans une famille nombreuse qui habitait à la campagne avec des revenus modestes. Donc ça, on est bien d'accord que c'est aussi en lien avec à la fois l'alimentation, le niveau d'éducation et la pratique de sport ou non. On va avoir aussi des facteurs psycho-affectifs. Alors oui, effectivement, on n'y pense pas souvent, mais dans des rares cas, on a eu des cas de... Il y a déjà eu dans la médecine, il y a déjà été observé des cas de nanisme, ce qu'on appelle psychosocial. C'est-à-dire que l'enfant, s'il n'est pas stimulé au niveau psychosocial, eh ben, peut du coup développer ce nanisme psychosocial. Donc, comme quoi, même la psychologie et l'affection qu'on peut donner à un enfant va impacter aussi potentiellement sa croissance. Mais là, c'est vraiment un cas extrême. D'accord. On a dit aussi l'activité physique, donc le sport. Ce que vous appelez le sport, c'est l'activité physique. Alors faites attention parce que dans l'activité physique, il n'y a pas que le sport. D'accord. Il y a l'activité physique de tous les jours. Par exemple, là, maintenant, je suis assis derrière un écran sur une chaise, comme vous tous. En termes d'activité physique, c'est pas grand-chose. Pour autant, si je vais passer le balai, c'est une activité physique. Alors, par exemple, on sait chez l'enfant que si on a un excès d'entraînement, d'accord, donc quand on dépasse, c'est vraiment des entraînements intenses, hein, quand on dépasse les 15 heures par semaine, eh ben, on va ralentir la croissance, mais on ne va pas l'arrêter, d'accord. Du fait que on va développer une musculature qui sera très développée, on va avoir tendance comme ça à contraindre l'os et donc du coup à ralentir la croissance,
mais ça ne va pas l'arrêter stricto sensu. Et faites attention parce que vous avez souvent entendu dire, ou je ne sais pas d'où vous sortez ça, que l'activité physique pourrait stimuler la croissance. Alors oui, dans une certaine mesure, mais c'est pas parce que votre enfant il fait du basket qu'il va devenir quelqu'un de grande taille, d'accord? C'est pas parce qu'on pratique un sport spécifique que ça va accélérer la croissance, d'accord? Si on n'est pas préprogrammé génétiquement pour être grand, vous aurez beau faire du basket, vous ne serez jamais grand, d'accord? Au même titre que le volley ou tous les sports où on pourrait se dire, bah tiens, le fait de sauter, le fait d'avoir toujours ce besoin d'aller chercher un panier très haut, du coup, pourrait nous faire grandir et faire qu'on a une grande taille à l'âge adulte. En aucun cas, ça a un impact, d'accord? Maintenant, on va passer aux facteurs intrinsèques. Alors, les facteurs intrinsèques, donc vous avez la génétique. Donc, bah oui, effectivement, au niveau génétique, vous êtes préprogrammé pour avoir une taille. Et en facteur intrinsèque, vous allez aussi avoir les facteurs hormonaux. Donc, effectivement, la sécrétion d'hormones de croissance, les hormones thyroïdiennes et les hormones sexuelles, d'accord? Donc ça, c'est tous les facteurs intrinsèques qui existent, la génétique et les facteurs hormonaux. Donc ce schéma il est ultra important à apprendre puisqu'il vous résume un petit peu tous les facteurs qui peuvent influencer la croissance. Maintenant, si on regarde la croissance et le développement des différents tissus, donc on va voir un petit peu tissu par tissu, comment évoluent les différents tissus. On a une augmentation du poids et de la taille avec l'âge. Maintenant, comment évolue le gain de poids et de taille à votre avis? On parle vraiment du gain que vous allez avoir par année. À votre avis, est-ce que c'est quelque chose de linéaire? Par exemple, est-ce qu'on gagne toujours 2 cm par an? Ou est-ce que non, il y a des périodes où on gagne peut-être, je sais pas, 5 cm par an, puis il y a des périodes où on ne gagne pas grand-chose. Donc si on regarde un petit peu le gain de poids et le gain de taille, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, on a un gain de poids et un gain de taille qui est très important pendant l'enfance. Donc vraiment, entre le moment de la naissance et le premier anniversaire, on gagne du poids et on gagne en taille très rapidement. Et puis ça va diminuer jusqu'à l'âge de 2-3 ans, d'accord? On va rester dans une phase qui est plutôt stable, entre 2 et 10 ans, mais on gagne un petit peu tous les... D'accord? C'est un gain, faites attention, hein. C'est pas votre poids et votre taille totale. Là, c'est un gain, c'est-à-dire que le gain reste aux alentours de 2 à 4 cm, donc de 2 à 4 kilos par an, et de un peu, on va dire, dans les 5 cm par an. Et puis, à partir du moment où on arrive à la puberté, donc vraiment quand on entame l'adolescence, eh bien, vous voyez que là, on a un rebond. Donc, on va gagner beaucoup plus rapidement du poids et on va gagner beaucoup plus rapidement de la taille. Les filles sont en bleu, les garçons sont en rouge. Donc, vous voyez, l'adolescence, ça apparaît plutôt chez les femmes, puisque le pic de croissance est plus rapide. Le pic de croissance en poids, enfin, le pic de poids et le pic de croissance en taille apparaît plus précocement chez la femme que chez l'homme. Et une fois qu'on a atteint les 12-14 ans, eh ben, cette gain de taille et ce gain de poids vont diminuer pour s'arrêter aux alentours des 18-20 ans. D'accord? On fait toujours attention quand vous regardez un schéma, regardez à chaque fois l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et donc faites bien attention qu'ici on est en train de regarder le gain de poids et le gain de taille, non pas la taille totale ni le poids total. Okay. Alors maintenant, bon, bien entendu, si on prend en taille, automatiquement, ça veut dire que nos os vont s'allonger. Donc au départ, pendant qu'on est encore au stade fœtal, il va y avoir une formation d'une gaine autour du cartilage hyaline. Donc tout ça, toute cette partie vraiment pendant la vie fœtale, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de la naissance jusqu'à l'enfance et l'adolescence. Dans ce cartilage que va se dérouler la croissance osseuse. D'accord? L'os, en fait, il ne croît pas au niveau du milieu, il va vraiment croître au niveau des cartilages épiphysaires. Donc, c'est ces petits cartilages qui y a vraiment entre la tête de l'os et le corps de l'os. Okay, et donc, c'est vraiment là que va se faire la croissance. Et à partir du moment, donc là, la zone de croissance, sur chaque os, on en a deux, d'accord? C'est une zone, à chaque bout d'os, on va avoir une zone de croissance. Et à l'âge adulte, il va y avoir une ossification de cette zone de croissance, et donc la croissance sera finie. À partir du moment où les cartilages épiphysaires vont être ossifiés, eh ben, on ne pourra plus grandir. D'accord? Donc, vous verrez, si vous prenez un petit peu des bouquins de physiologie, vous verrez que le cartilage épiphysaire, on l'appelle aussi cartilage de conjugaison. Donc, c'est vraiment ce cartilage que vous retrouvez entre la tête de l'os et le corps de l'os. D'accord? Si vous voulez aller plus loin vraiment sur cette partie-là, vous avez une vidéo YouTube ici. Donc, quand vous aurez le cours, du coup, vous pourrez aller voir si vous voulez cette vidéo. Mais moi, je ne vous demande pas d'aller plus loin. C'est si vous êtes intéressé de savoir un peu plus en détail comment ça marche la croissance osseuse. Pour mon cours et pour cette année, juste ce schéma suffit amplement. D'accord? Alors, maintenant, pour ce qui est des muscles. Donc, automatiquement, comme vous le voyez sur ce schéma, les muscles vont croître au fil de l'avancée en âge. D'accord? Donc, depuis vraiment la naissance jusqu'à l'âge adulte, on gagne en masse musculaire.
Donc à la naissance, on estime que la masse musculaire représente 25% du poids, et à l'âge adulte, ça représente plutôt 40%. Donc effectivement, l'évolution de la masse musculaire suit l'évolution du poids en réalité. Plus vous allez grandir, plus vous allez grossir, et automatiquement, plus vous allez prendre de la masse musculaire. Maintenant, l'accroissement du tissu musculaire. Donc ça ne se fait pas n'importe comment, et ça suit vraiment une règle bien spécifique. Donc quand on est, en fait, on a déjà presque le nombre de cellules prédéfinies dans chaque muscle. C'est pour ça que du coup, notre muscle va croître sous des phénomènes d'hypertrophie. C'est-à-dire que chaque fibre musculaire va augmenter en taille, d'accord? Et on estime que chez l'homme, en tous les cas, il y a quasiment pas ou très peu d'hyperplasie. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas le nombre de fibres musculaires, mais on augmente la taille de chaque fibre musculaire, d'accord? Donc ça, souvenez-vous-en bien, puisqu'on pense souvent qu'on multiplie comme ça ces cellules dans le corps. En réalité, c'est pas vraiment, c'est pas vrai. On sait qu'il y a un petit peu d'hyperplasie, mais par rapport au gain, on va dire, bah, c'est vraiment l'hypertrophie qui prime. D'accord? Donc chaque fibre musculaire qui compose chacun de vos muscles va croître en taille et donc va augmenter le contenu qu'il y a à l'intérieur. Donc la taille de la fibre augmente, mais pas réellement le nombre de fibres. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie. Et donc quand on fait de l'hypertrophie comme ça au niveau musculaire, eh ben, on va augmenter la quantité de protéines qu'il y a dans le muscle, la quantité d'énergie qu'on stocke dans le muscle. Donc, on va augmenter la quantité de myofilaments et de myofibrils. Et donc ça va nous permettre d'augmenter vraiment le diamètre de notre fibre. D'accord? Vous imaginez une fibre, c'est un peu comme une chaussette. Et ben, si vous mettez des cailloux à l'intérieur, votre chaussette, elle va grossir, du coup, le diamètre de la chaussette va grossir, mais vous allez aussi avoir un allongement. D'accord? Et donc, pour allonger une cellule musculaire, comment on fait? On va augmenter le nombre de sarcomères. Les sarcomères, vous verrez en physio du sport, c'est l'unité contractile vous permettant de contracter un muscle. D'accord? Donc vous allez comme ça ajouter des sarcomères les uns à la suite des autres pour avoir une fibre de plus en plus longue. Pareil que le muscle, pareil que l'os, pardon, le muscle ne croît pas de façon anarchique et il croît à certains endroits. D'accord? Donc chaque muscle, il y a des zones de multiplication des sarcomères, ça se fait vraiment au niveau vers les tendons, d'accord? Vers les extrémités du muscle. C'est pas le tendon qui s'allonge, on est bien d'accord, c'est vraiment les fibres musculaires qui augmentent le nombre de sarcomères, mais ça se fait vers les régions vraiment tendineuses, d'accord? Ça se fait au bout de chaque muscle. Alors, ce que je vous ai dit, donc on augmente la quantité de protéines qu'on a dans un muscle, et puis on va aussi quand même peut-être un petit peu modifier ses fibres, d'accord? Donc au début, on va avoir, donc plus on va grandir, plus on va avoir une différenciation spécifique des fibres. Donc à la naissance, on estime, alors c'est des estimations, hein, qu'on a à peu près 40% de fibres de type 1, 35% de fibres de type 2A et 10% de fibres de type 2B et 15% de fibres qui sont encore indifférenciées. Donc elles vont pouvoir choisir soit les trois types, le 1, le 2A ou le 2B. De 1 à 2 ans, on va fortement augmenter notre nombre de fibres. On va devenir beaucoup plus performant et on va avoir plus de fibres de type 1. Les fibres de type 2, elles ne vont pas beaucoup bouger. Et vraiment, ces fibres, en fait, c'est les 15% là que vous avez de fibres indifférenciées, elles vont toutes devenir des fibres de type 1, la majorité d'entre elles. Donc, ce qui fait qu'on va avoir un renforcement du métabolisme oxydatif, d'accord? Puisque les fibres 1, je vous le rappelle, sont liées au métabolisme oxydatif. Et puis, quand on va encore continuer à grandir, donc de 8 ans à la puberté, on va avoir une stabilité de la distribution, c'est-à-dire qu'on aura à peu près acquis la distribution de nos différentes fibres musculaires, mais on aura quand même avoir une tendance, donc les types 1 vont quand même avoir tendance à se transformer en type 2, et les dernières indifférenciées qui restent, on va avoir tendance à se transformer en type 2. Ce qui fait qu'on va vraiment avoir un renforcement du métabolisme glycolytique. D'accord? Le muscle, donc on a dit, il va y avoir augmentation du diamètre de la fibre musculaire. Ça va être fait parce que on va augmenter les protéines qui le constituent, mais on va aussi augmenter ses réserves énergétiques. Donc, plus on grandit, plus notre muscle augmente ses capacités de stockage et de mobilisation des substrats énergétiques. À la fois la capacité qu'on a à stocker des nutriments dans notre fibre musculaire, mais aussi toutes les enzymes qui nous permettent de mobiliser rapidement ces substrats énergétiques. Donc, par exemple, si on regarde la concentration en ATP d'un muscle, à naissance, on a moins de 1 millimolaire par kilo d'ATP. À 1 an, on a environ 3 millimolaires par kilo. Et à l'âge adulte, on va avoir environ 5 millimolaires par kilo d'ATP. D'accord? On va avoir la même chose pour le glycogène. Donc, les capacités de stockage du glycogène vont augmenter avec l'âge et on va aussi acquérir cette capacité à utiliser de plus en plus rapidement nos stocks de glycogène au niveau musculaire. Donc ça nous permettra de plus en plus, de pouvoir faire des exercices de plus en plus, on va dire,
plus en plus rapidement, elle va développer une force de plus en plus importante, et surtout de tenir dans le temps, d'accord? C'est-à-dire pas avoir de signes de fatigue, puisqu'on sait mobiliser nos stocks de glycogène. Donc c'est un petit peu la notion d'endurance aussi. Maintenant, si on regarde la croissance et le développement du tissu adipeux, donc là, c'est l'épaisseur des plis cutanés dans différentes régions, d'accord, pour les garçons et pour les filles. Donc si on regarde le tissu adipeux, depuis un enfant jusqu'à l'âge adulte, eh ben, il va y avoir encore une fois des phénomènes d'hypertrophie, c'est-à-dire que vous avez un nombre prédéfini d'adipocytes. Je vous rappelle, un adipocyte, c'est une cellule adipeuse, c'est une cellule qui est là pour stocker le gras, donc c'est ce qu'on appelle communément la masse grasse, d'accord. Et donc ces cellules, elles ont pour rôle de stocker du gras sous forme de triglycérides dans le corps humain, et en fait, elles vont grossir en taille, donc elles vont stocker de plus en plus de triglycérides au fil du temps qu'on grandit. D'accord, entre vraiment l'enfance et l'âge adulte, eh bien, on a ces phénomènes d'hypertrophie. Les phénomènes d'hyperplasie, on a un tout petit peu d'augmentation du nombre d'adipocytes, mais ce n'est pas le phénomène majeur, d'accord. Le phénomène majeur qui explique l'augmentation des plis cutanés, aussi bien chez la femme que chez l'homme, c'est vraiment ces phénomènes d'hypertrophie. Donc chez un homme, on estime que la masse grasse, elle doit être aux alentours de 10 à 20%. Chez les femmes, on est plutôt aux alentours de 20 à 30%. Alors ça, vous verrez en fonction des cours que vous allez faire, si vous parlez du sportif, pas du sportif. Moi là, je parle en règle générale pour la population lambda, d'accord? Donc on va dire que c'est des normes. On est bien d'accord qu'on peut tomber plus bas en masse grasse chez l'homme et on peut monter aussi beaucoup plus haut, aussi bien chez l'homme que chez la femme, en fonction de si vous vous adressez à des populations sportives ou non. Alors maintenant, si on regarde le croissance et développement du système cardiovasculaire. Donc là, je vous ai mis la fréquence, la pression systolique et la pression diastolique. Donc quand on est à peu près à 120 BPM, à 120 battements par minute. Et puis, plus on va grandir, plus ces battements par minute vont diminuer. D'accord? Donc effectivement, quand on a une fréquence cardiaque qui est plus élevée qu'à l'âge adulte. Donc on est plutôt aux alentours des 120 BPM pour un nouveau-né. On augmente un petit peu dans les 6 premiers mois de la vie, même on va dire durant la première année de vie, jusqu'à 150 BPM à 6 mois, 130 à 1 an, et puis après, à partir d'un an, on va diminuer pour atteindre les 75 au début de l'adolescence ou à la fin de l'adolescence. Pour ce qui est de la pression systolique et de la pression diastolique, celle-ci, par contre, elle va augmenter. D'accord? Donc on va passer de 73 mm de mercure à 122, et elle va augmenter comme ça depuis la naissance jusqu'à 15 ans. Et pour ce qui est de la pression diastolique, aussi, elle va augmenter. D'accord? Donc, souvenez-vous, la fréquence cardiaque, elle augmente un tout petit peu sur la première année de vie, puis après, elle diminue. Et les pressions diastoliques et systoliques, elles font qu'augmenter, d'accord, en grandissant. Puisqu'effectivement, on a du coup un volume cardiaque qui est de plus en plus important et on a un cœur qui est de plus en plus puissant. D'accord? Maintenant, si on regarde le volume cardiaque, pareil, du coup, c'est ce que je vous disais juste avant, notre cœur, il grandit, donc automatiquement, il peut accueillir de plus en plus de sang. Et donc, on va passer comme ça de 40 cm3 chez un nouveau-né à 600 cm3 chez un ado. D'accord? Donc, l'augmentation du poids et de la taille du cœur, ça va se faire pendant la vie fœtale. Donc, dites-vous bien que pendant la vie fœtale, la taille du cœur gauche est équivalente à la taille du cœur droit. D'accord? Et puis, dès qu'on va naître, on va vraiment avoir une augmentation de la taille et de l'épaisseur du cœur gauche par rapport au cœur droit. Alors, ça, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que la circulation du cœur gauche, c'est ce qu'on appelle la circulation systémique. C'est-à-dire, c'est ce cœur qui est en lien avec, donc, d'envoyer le sang vraiment dans tout le corps. D'accord? Donc, c'est vraiment lui qui irrigue tout le corps humain. Alors que la circulation droite, donc le cœur droit, c'est vraiment la petite circulation, ce qu'on appelait avant la petite circulation. Le cœur droit, en fait, il envoie juste le sang au niveau des poumons. Donc, au final, il n'y a pas beaucoup de distance à faire et il n'y a pas besoin d'une puissance très importante. C'est pour ça qu'on a toujours un cœur gauche plus développé que le cœur droit. Pour ce qui est du volume sanguin, pareil, ça paraît assez logique. Quand on est à la naissance, on estime qu'on a 400 ml de sang à peu près, et on va monter à peu près jusqu'à 5 litres à l'âge adulte. Pour ce qui est des poumons, donc le système ventilatoire. Donc pareil, toujours un peu dans la même idée. À la naissance, les poumons pèsent on va dire qu'ils pèsent entre 60 et 70 grammes, et à l'âge adulte, les poumons pèsent 820 grammes. On considère qu'on a à peu près 50 millions d'alvéoles à la naissance, et à 8 ans, on va avoir à peu près 300 millions d'alvéoles. Et après, ça c'est stable jusqu'à l'âge adulte. D'accord? Donc les poumons, comme la majorité des paramètres du corps humain, il y a une augmentation avec le poids. C'est lié vraiment à l'augmentation du poids. Tous vos organes vont croître un peu de la même façon, vos muscles vont se développer, vos poumons vont se développer, votre cœur va se développer, donc vous allez avoir vraiment une augmentation. C'est en lien avec l'augmentation du poids et de la taille. D'accord?
Et de la même façon, si on regardait par exemple le diamètre trachéal, donc vraiment les voies respiratoires, ben pareil, hein, plus vous avez des poumons qui sont développés, donc plus ils sont lourds, plus ils sont grands, entre guillemets, et bien plus vous avez des voies aériennes respiratoires qui vont se développer. Ça, c'est assez logique, mais bon, pour pouvoir acheminer plus d'air dans un poumon qui est plus gros, ben, il faut des voies aériennes respiratoires qui sont plus développées. Donc on a augmentation du diamètre des voies respiratoires. Alors maintenant, si on regarde les capacités physiques de l'enfant. Alors est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui pourrait me définir ce que c'est que la VO2 max? Et si je voudrais être vraiment puriste, normalement, sur le V, il devrait y avoir un point. D'accord? Donc parlez bien de dioxygène et pas d'oxygène. D'accord? On est des spécialistes normalement. Alors moi, vous verrez que je fais souvent un abus de langage qui parle d'oxygène. En réalité, on devrait parler de dioxygène. Donc c'est un débit maximal d'un individu à capter l'oxygène, d'accord? Puisque avant de pouvoir l'utiliser par le muscle, hein, bah, il faut le capter dans l'air. Donc c'est le capter, le transporter et à l'utiliser au niveau musculaire. D'accord? Donc faites bien attention, c'est vraiment la définition, elle prend en compte à la fois votre capacité à capter l'oxygène, votre capacité à transporter l'oxygène et votre capacité à l'utiliser au niveau musculaire. C'est vraiment ces trois facteurs, d'accord? Si vous en oubliez un des trois, et ben automatiquement, la réponse est partiellement fausse. Et n'oubliez pas, pareil, que c'est un débit maximal. Donc généralement, on va l'exprimer en millilitres de dioxygène par kilo de poids par minute. Ou en litres par minute, tout simplement. Donc vous voyez, normalement, j'aurais dû l'écrire comme ça. Un V avec un point au-dessus, VO2 max. Donc effectivement, cette VO2 max, bah, elle augmente en fonction des années. Plus on grandit, plus elle augmente. Et puis on peut encore la faire augmenter via le sport. Alors ça, je vous rassure, mesdames, c'est des vieux... je suis allé prendre ces graphiques dans des vieux bouquins de physio, et je pense qu'à l'heure où à l'époque où ça avait été fait, c'était vraiment, on va dire, du tout venant, d'accord? Donc, en effet, vous avez quand même une capacité maximale à consommer de l'oxygène qui est un petit peu en dessous des hommes, mais il n'y a pas une différence du simple au dos, d'accord? Ça, c'est un petit peu abusé, la différence. Je pense que si on refaisait maintenant de nos jours, il y aurait peut-être 20 ou 30% d'écart, d'accord? Donc, la VO2 max, eh ben, elle augmente avec l'âge. Donc la VO2 max, je vous conseille quand même fortement d'apprendre la définition par cœur, que c'est le débit maximal d'un individu à capter le dioxygène, à le transporter et à l'utiliser au niveau musculaire. Maintenant, pour ce qui est du tissu nerveux. Alors, le tissu nerveux, donc, on va avoir une prolifération des dendrites. Donc les dendrites, vous savez, c'est vraiment ce que peut recevoir l'information. C'est un peu comme, c'est vraiment des terminaisons nerveuses qui nous permettent de recevoir l'information. Donc c'est ce qu'on contacte vraiment ce que contacte un neurone. Il va y avoir une multiplication des liaisons synaptiques. Donc, plus vous allez grandir, plus vos neurones vont contacter d'autres neurones. Et puis, vous allez aussi avoir une myélinisation des axones. D'accord? Ça vous parle à tout le monde, ces différents termes? Les dendrites, les liaisons synaptiques et la myélinisation d'un axone? Oui? Ok. Donc, tout ça, ça va avoir des répercussions vraiment au niveau du corps et surtout au niveau de ce qu'on peut faire, ce que le corps humain peut faire. Donc, on aura une prolifération dendritique donc pendant le développement embryonnaire, d'accord? Donc ça, c'est pas très important pour vous, c'est juste pour que vous ayez un petit peu de culture générale en la matière. Ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'il y a une myélinisation qui s'effectue de la petite enfance à l'enfance. On a aussi une myélinisation du cortex des premiers mois jusqu'aux premières années de vie, d'accord? Et on va avoir aussi une myélinisation des axones des motoneurones, qui commandent vraiment l'activité musculaire. Donc ça, c'est jusqu'à la prépuberté. Et donc tous ces phénomènes vont avoir une incidence sur la capacité de l'enfant à faire certains gestes, à être précis, vraiment à développer une certaine efficacité de sa motricité. D'accord? Donc ça, c'est vraiment tous les stades qu'on peut voir de la naissance jusqu'à, on va dire, la prépuberté. C'est justement dû à la myélinisation qui va s'effectuer chez l'enfant. D'accord? Donc, ce qui fait que on va dire que la motricité, qui exige des mouvements rapides, précis et les plus spécialisés, et ben en fait, un enfant d'1 ou 2 ans, il ne pourra pas le faire parce qu'il n'a pas atteint sa pleine efficacité, aussi bien synaptique et au niveau de la myélinisation des fibres nerveuses. Donc, c'est ce qui explique qu'on va atteindre vraiment cette plein état de maturité du tissu nerveux vers l'âge de 6-7 ans. Donc, c'est pour ça qu'un enfant, avant 6-7 ans, eh ben, il aura une motricité que partielle. Il ne sera pas forcément très habile de ses mains. Il ne pourra pas non plus courir très vite, etc. Dû au fait justement que son système nerveux est en train d'être modifié et notamment d'être myélinisé, ce qui fait qu'il n'a pas encore, il ne peut pas être pleinement efficace. D'accord? On va voir les capacités physiques de l'enfant. Donc,
automatiquement, quand on regarde, donc ça c'est les études qui ont été faites, donc de voir une puissance moyenne et une puissance pic, d'accord, sur différents membres, donc que ce soit les membres inférieurs ou les membres supérieurs, d'accord. Et si vous regardez, vous les avez soit exprimés en watts, soit exprimés en puissance par kilo. Peu importe l'unité, l'idée étant que vous voyez juste, c'est que ça augmente de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge adulte, d'accord? Et on atteint vraisemblablement un pic vraiment de maturité aux alentours des 20 à 30 ans. Ça va dépendre vraiment pour quel paramètre. Là, vous voyez, pour le paramètre des membres inférieurs, en puissance pic ou puissance moyenne en watts, vous augmentez du coup vraiment jusqu'à l'âge des 30 ans, c'est votre pic. Si on regarde maintenant, par exemple, le bras, on va atteindre notre pleine efficacité à l'âge de 20 ans. En règle générale, ça va s'établir juste après du coup la puberté. Donc une fois qu'on a terminé vraiment, on a atteint son âge adulte, mais avec une pratique de sport de façon intensive, on va pouvoir encore augmenter cette capacité physique qu'on va développer. Mais globalement, chez tout le monde, chez tous les enfants, plus on grandit, plus on peut développer une puissance importante. Ça, c'est lié au fait qu'effectivement, vous avez vu tout à l'heure, je vous expliquais que la masse musculaire devenait de plus en plus importante, et puis qu'en plus, les fibres vont commencer à se spécialiser. Donc vous allez avoir, on va dire, une différenciation des fibres, de certaines fibres en d'autres fibres, et puis aussi le fait que vous allez pouvoir, du coup, comme ça, stocker de plus en plus de nutriments, donc de plus en plus de substrats énergétiques, et puis qu'en plus, vous allez développer de plus en plus d'outils enzymatiques pour pouvoir utiliser ces substrats énergétiques. Donc, ce qui vous permettra, à terme, de développer une puissance de plus en plus importante au fil des années quand vous allez grandir, depuis la naissance à l'âge adulte.